Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses qui met en lumière les parcours audacieux des mères qui ont choisi de privilégier leur équilibre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet clé pour toutes celles et ceux qui jonglent entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. La délégation. Pourquoi est-il nécessaire parfois de lâcher prise et de confier certaines tâches à d'autres? En quoi déléguer, que ce soit professionnellement ou personnellement, peut être un levier puissant pour gagner en efficacité, en sérénité et en performance? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélia. Bonjour Aurélia, ravie de te retrouver dans cet épisode à mes côtés. Et bonjour et merci beaucoup pour ton invitation, Nathalie. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Avec plaisir. Donc moi, c'est Aurélia. Je suis maman de 2 enfants et j'accompagne aujourd'hui des coachs et des mentors en tant qu'OBM, en tant qu'Online Business Manager. J'ai travaillé 15 ans dans le corporate, dans les ressources humaines et 3 ans en entrepreneuriat dans le marketing relationnel, ce qu'on appelle le marketing de réseau. Le MLM. Donc, j'ai fait une reconversion fin 2021, début 2022 pour aider les entrepreneurs à structurer et développer leur business. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de leur permettre de se concentrer sur leur zone de génie tout en libérant leur temps grâce à des stratégies efficaces et où je vais prendre à ma charge la gestion de leurs opérations quotidiennes, la gestion de leurs projets, de leurs systèmes, optimiser leurs process clés et les aider dans le recrutement et la gestion de leurs équipes. Donc, pas mal justement de délégation, on va y revenir. Yes. Depuis quand es-tu maman, puisque tu nous as dit que tu avais 2 loulous? Exactement. Donc, je suis maman depuis 13 ans déjà. Ça J'ai, passe. j'ai 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 13 ans. Comme beaucoup de mamans entrepreneurs, ben, jongler entre vie pro et perso, ça a été un véritable défi, surtout quand j'étais salariée. Ce qui m'a amené à comprendre l'importance de déléguer, justement, pour préserver mon équilibre. Hmm, effectivement, c'est important, c'est même essentiel, que ce soit personnellement ou professionnellement, on va y revenir, mais on a souvent du mal, nous les femmes, à déléguer. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Eh bien, écoute, nous nous sommes rencontrés grâce à un formidable réseau social professionnel qui est LinkedIn et sur lequel nous avons connecté et échangé par message. Et donc, tu m'avais dit que tu avais des médias et que tu souhaitais m'inviter pour échanger sur le sujet de la délégation au sein des entreprises de manière générale. Exactement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout, pourquoi? La fameuse question. Alors, comme je te disais, j'hésitais entre 2 personnalités, 2 entrepreneurs américaines, multi-entrepreneurs, investisseuses très connues. Donc, il y a Leila Hormozi et Sheryl Sandberg. Je m'identifie plus à Sheryl Sandberg. Elle m'inspire vraiment plus. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi maman. En plus d'être une entrepreneure à succès, elle avait fait carrière dans beaucoup de boîtes connues de la tech. Donc, c'est une référence aujourd'hui dans la tech, notamment chez Google
au départ où elle était dans un poste type directrice commerciale. Elle a été débauchée par Mark Zuckerberg pour devenir sa CEO chez Facebook. Il faut savoir aussi que Facebook, avant son arrivée, c'était une société qui était déficitaire. Et avec l'arrivée de Sheryl Sandberg, donc la COO, qu'on appelle aussi directrice des opérations en français, donc je me reconnais un peu dans cette fonction parce que OBM, COO, c'est juste que on travaille pas dans les mêmes structures, dans les mêmes entreprises. Là, c'est des grosses boîtes, donc on va plus parler de COO. Deuxième cerveau, le bras droit du dirigeant. Avant, donc je disais, la société était déficitaire et avec l'arrivée de Sheryl, elle a instauré notamment la mise en place des publicités Facebook. Et grâce à ça, la société Facebook est devenue une société en excédent et rentable. Par rapport à tout ce qu'elle a mis en place chez Facebook, après elle s'est retirée parce qu'elle avait estimé qu'elle avait fait son taf. Elle est partie. Elle a monté d'autres business. Aujourd'hui, c'est une femme qui est milliardaire. Au-delà de tout ce qu'elle a mis en place, je pense que voilà, elle incarne l'idée que on peut être une femme ambitieuse et tout en étant une mère engagée parce qu'elle a 2 enfants et porter un message fort sur l'importance du leadership au féminin et de l'équilibre entre carrière et vie personnelle. Donc comme elle, je crois profondément que justement déléguer et s'entourer permet de repousser les limites de ce qu'on peut accomplir. Tout à fait d'accord. Et effectivement, c'est une femme qui a une très très belle carrière et qui montre que c'est possible, même si parfois en tant que femme, on a l'impression d'avoir un plafond de verre. Et puis pour les mères, on parle même du plafond de verre. Finalement, on est en capacité de complètement exploser ces plafonds pour briller aussi bien qu'un homme. Alors justement, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Tu l'as déjà un petit peu fait, mais surtout, comment tu es venu à comprendre l'importance de déléguer? Yes. Alors déjà sur le plan personnel, quand j'étais salariée, j'ai eu à déléguer la garde de mes enfants. Donc ça c'est tout bête, mais beaucoup de parents, par choix ou souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent déléguer et faire appel à une nounou ou une crèche pour s'occuper de leurs enfants. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas le choix et ils vont aller confier leur enfant à raison de 40 à 50 heures par semaine à une tierce personne parce qu'à un moment donné, il faut reprendre le travail. Ça c'est quand j'étais salariée et puis j'avais aussi une aide ménagère parce que justement quand tu fais un 9-17 heures, pas à la maison, mais donc il faut aussi après les trajets, etc. faisaient que le soir j'étais lessivée et je pouvais pas. En plus de ça, ménage, repassage, etc. Donc j'avais eu une aide ménagère qui m'aidait justement 2 fois par semaine, avec en plus la gestion du linge, etc. Donc c'était vraiment confortable et ça soulageait. Et puis quand je suis devenue indépendante, je n'avais plus ces problèmes-là parce que je travaille aujourd'hui 100% en remote. Donc 100% à distance depuis la maison. Donc, du coup, j'ai pas besoin de faire appel à des aides extérieures. J'arrive très bien aujourd'hui à gérer mon emploi du temps pro et perso, les rendez-vous privés avec les enfants, etc., pour l'école et autres. Donc, ça, c'est quand même un véritable confort aussi. Et c'est ce pourquoi ça fait partie justement de mes motivations qui ont fait que je me suis lancée en tant qu'indépendante. Donc sur le plan pro, depuis 2022, lorsque je suis devenue assistante virtuelle, puis après j'ai évolué sur une fonction d'OBM, j'ai appris qu'une délégation réussie, elle repose à 90% sur celui qui délègue, sur celui qui recrute. Donc Mhm. si tu n'accordes pas suffisamment de temps, d'accompagnement, de formation à un nouveau collaborateur, c'est pas forcément un salarié, ça peut être un freelance, que tu bâcles son onboarding ou son intégration dans ta boîte, que tu n'as pas en tout cas préparé avec un minimum son accueil avec des process clés, eh bien il faut pas s'étonner qu'après la relation et la collaboration ne tiennent pas dans la durée. Donc c'est pour moi la délégation, je le vois vraiment comme un levier puissant pour se libérer du temps, mais Mhm. surtout pour retrouver de la clarté et avancer plus vite vers ses objectifs. Alors souvent, effectivement, pour certains parents et puis surtout pour les mamans, c'est difficile de déléguer. Moi, je le vois beaucoup dans ma communauté quand j'en parle, ne serait-ce que déléguer des tâches aux enfants, au mari, effectivement à une aide extérieure comme tu le dis. Pourquoi, d'après toi, c'est si difficile pour nous, les mères, de pouvoir déléguer et de pouvoir être sereine avec la délégation? Je pense qu'il y a beaucoup de mères qui ressentent une double pression, la volonté d'être présente pour leur famille, pour leurs enfants, tout en réussissant professionnellement. Déléguer peut donner peut-être l'impression de perdre le contrôle ou de ne pas savoir tout gérer seul, justement. Et la réalité, c'est que déléguer, c'est s'offrir plus de temps pour l'essentiel, sans sacrifier justement ses ambitions ni sa vie perso. Et tu vois, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, même, tu vois, sur le plan perso, il y a beaucoup du quotidien que je délègue à mon conjoint. Donc, en gros, à la maison, c'est du 50-50. Il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre. Et par exemple, lui, il va reprendre toute la partie cuisine, repas, et ça me va très bien.
Tu vois? Donc voilà, j'ai peut-être beaucoup de chance, mais voilà, il faut aussi dépasser la peur et la croyance limitante que j'ai remarqué chez aussi beaucoup d'entrepreneurs, que personne ne fera aussi bien que soi. Parce que souvent, alors certes, la personne à qui tu vas déléguer, peut-être qu'elle fera pas de la même façon que toi, mais après, je pense qu'on est agréablement surpris et que des choses qu'on délègue sont parfois et très généralement mieux fait que ce qu'on faisait nous-mêmes. Donc c'est aussi accepter que la perfection n'est pas toujours nécessaire. Oui, ou n'est pas celle que nous, on voit, parce que c'est vrai que moi, souvent, quand j'en parle, en tout cas aux membres de ma communauté, quand elles veulent déléguer, alors d'un point de vue personnel à leur mari et leurs enfants, elles ont en tête qu'il faut que le mari ou les enfants fassent exactement comme elles auraient fait. Et en fait, au lieu de regarder le résultat final du type, bon, bah voilà, par exemple, la personne a passé l'aspirateur, etc., et ben en fait, elles vont regarder le chemin. Ah oui, mais il n'a pas passé l'aspirateur comme moi je le fais, en commençant, j'en sais rien, par les chambres et en finissant par les pièces à vivre ou en le passant à telle heure, alors que je lui avais dit qu'il fallait absolument que ce soit passé à telle heure. Souvent, j'ai l'impression qu'on s'accroche plus à la manière de faire finalement qu'au résultat. Et comme Bah, oui, les personnes, alors que ce soit professionnellement ou personnellement, ne sont pas nous, forcément, elles ne peuvent pas faire comme nous. tout à fait. Alors toi qui accompagnes bah, du coup différents entrepreneurs sur la partie délégation, est-ce que tu peux nous partager un exemple concret où le fait d'avoir délégué a créé une vraie différence, alors soit directement pour toi, soit pour une personne que tu accompagnes? Ben écoute, j'ai accompagné une cliente qui est coach et mentor business, qui développe un business en ligne et qui avait un projet de refonte de son identité visuelle et aussi upgrader son nouveau persona, son client idéal, avec le lancement d'un nouveau programme de coaching. En fait, elle avait déjà eu une identité visuelle sur laquelle elle se sentait plus alignée parce que nous tous, on évolue, on Mm. change, donc notre vision et notre mission changent aussi et l'identité visuelle ne collait plus avec ce changement. Pour cela, ben justement, on s'est entouré de spécialistes, d'experts, donc en branding, experts en site web, experts des copywriters. Et en déléguant justement ces tâches clés, on a pu lancer un programme en ligne avec un branding aligné à qui elle est, avec des séquences email et des posts pour les réseaux sociaux qui étaient vraiment faits aux petits oignons. Et donc le résultat, c'est que tout s'est fait de manière fluide. J'ai coordonné les différents intervenants pour respecter bien sûr les deadlines et on a fait un premier lancement à multiples 5 chiffres. Waouh, super. Voilà, donc tout ça pour dire que seul, on n'aurait pas pu faire tout ça seul. D'où l'importance à un moment donné de, quand on a un projet précis qui demande des compétences qu'on n'a pas, c'est de ne pas hésiter à s'entourer de prestataires de services, d'experts, de spécialistes pour ça. Alors justement, lorsque l'on veut commencer à déléguer, mais qu'on ne sait pas par où ni quoi commencer, quels seraient toi tes conseils? Alors, je conseille toujours pour commencer, il y a 3 étapes pour moi. C'est premièrement, c'est décortiquer ton temps. Donc, identifier là où va ton énergie chaque semaine. Donc, c'est-à-dire que, en gros, tu vas prendre, alors, soit si t'es team papier, tu vas prendre un papier, tu vas faire des colonnes, ou sinon, un Excel ou un Google Sheet. Dans la première colonne, tu vas lister, toutes les tâches que tu vas faire. Alors, sur une semaine, c'est bien, mais si tu le fais au moins sur 2 semaines, c'est mieux parce que quand on est entrepreneur, notamment, nos semaines ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Hmm. Exactement. Donc, au moins faire l'exercice, auditer son temps sur au moins 2 semaines. Chaque tâche que tu vas faire dans la journée, tu vas noter ta tâche sur ton Google Sheet et à côté le temps que tu as passé à effectuer cette tâche. Et ça, tu le fais vraiment au moins sur 2 semaines. Ça va te permettre de réaliser justement où va ton focus, quelles sont les tâches, parce qu'après, j'en viens à mon deuxième conseil, c'est d'aller d'identifier dans ces tâches, quelles sont tes zones, les fameuses zones, tu sais, d'incompétence, ce que tu sais pas faire ou que tu fais mal. La Ou zone t'as de pas envie de faire aussi ou d'ailleurs. t'as pas envie de faire, exactement. Ta zone de compétence, c'est tu sais faire, mais c'est pas ton fort. Il y a ta zone d'excellence où tu es doué, mais ça te prend de l'énergie. Et ensuite, il y a ta zone de génie, c'est là où tu crées le plus de valeur et qui te met en énergie. Et donc, Mhm. l'idée, c'est que dans la troisième colonne, donc tâche, le temps, et dans la troisième colonne, tu vas mettre justement à chaque tâche, tu vas attribuer dans quelle zone se situe en fait la tâche. Parce que ce qu'on va faire, logiquement, quand on délègue, on va déléguer en priorité sa zone d'incompétence. Tout à D'accord? fait.
et voir la zone de compétence. Je dis ça parce qu'il y en a des entrepreneurs qui ont fait l'erreur de déléguer leur zone de génie. L'exemple qui me vient, c'était quelqu'un qui était doué pour la création de contenu. Il aimait ça, il l'avait délégué. Pour lui, c'était peut-être un gain de temps, mais très vite, il a été déçu. Il est revenu à reprendre ça à son actif parce que c'est ce qui le faisait kiffer. Garder pour soi tout ce qui nous met en énergie, là où on crée le plus de valeur et qui ne demande pas d'effort. Et par contre, déléguer en priorité ces zones d'incompétence, voire de compétences. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Et le troisième conseil que je rajouterais, quand on veut notamment déléguer, recruter, par exemple, un freelance, c'est de créer une fiche de poste claire en définissant précisément tes besoins, enfin déjà connaître tes besoins de délégation pour ensuite créer cette fiche de poste où tu vas préciser les missions, le niveau de responsabilité que tu vas attribuer à la personne et les résultats attendus pour guider la personne que tu vas recruter. Qu'elle sache qu'est-ce qui est attendu à 30 jours, par exemple, à 60 jours et à 90 jours. Mhm. Et si justement tu ne sais pas identifier, comme tu disais, tes zones de compétences, tes zones de génie, si c'est un petit peu flou pour toi, Ouais. comment tu peux faire? Je pense que ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être d'en discuter avec une business friend. Surtout ne pas rester seul dans son coin. Ça, c'est Mhm. important quand on est entrepreneur. Le fait de faire cet exercice parfois à deux, en binôme, ça peut aider. Je pense que nos zones d'incompétence, on les connaît bien. Ça, on n'a aucun problème pour C'est les ça. identifier. Mais là où on va avoir peut-être plus de mal, c'est peut-être se dire, OK, ça, est-ce que ça fait partie de ma zone d'excellence? C'est vraiment se dire, quand je fais cette tâche-là, parce que là où on va avoir plus de difficultés, je pense, c'est sur la zone d'excellence et de génie. Mm. Et se dire, OK, ces deux tâches, ça me prend pas de temps, j'aime le faire, je sais très bien les exécuter, mais par contre, il y en a une, effectivement, qui va me drainer énormément d'énergie, et l'autre qui, au contraire, va me donner de l'énergie. Donc, je pense qu'on pourrait déjà avoir une approche comme ça en termes d'énergie dans son corps, ressentir, tu vois, comment ça fonctionne. Ouais, est-ce que ça épuise ou est-ce que ça apporte de la joie, quoi, grosso modo? Exactement. Donc ça peut être une approche, en plus de faire ce travail en binôme, pourquoi pas, pour pouvoir déterminer. Mais voilà, je pense qu'en général, nos zones à compétences, on les connaît bien. C'est ce sur quoi on va déléguer en priorité, en tout cas. Oui, c'est clair. Alors justement, maintenant qu'on a vu un peu comment on pouvait se mettre en marche pour déléguer, quels sont tes conseils à toi pour bien choisir la personne, alors que ce soit salarié, freelance, prestataire de services comme agence, etc., à qui on va déléguer les différentes tâches qu'on a identifiées? Alors, premier conseil, je dirais, c'est vraiment de clarifier tes attentes. Donc, sois très précis sur les missions et les résultats attendus. Parce que parfois, j'en ai connu qui n'étaient pas précis, qui savaient pas trop et ils allaient limite définir le poste une fois que la personne était en poste avec eux. Donc ça vraiment, il faut être le plus précis possible sur les missions attendues et sur les résultats. Puis justement, grâce au travail préalable qu'on aura fait sur décortiquer notre temps et identifier quelles sont les tâches qu'on va pouvoir déléguer, ça va nous permettre aussi de déterminer justement le temps à peu près, une estimation du temps que ça va prendre à la personne qui va reprendre ces tâches-là, bien que on sait qu'elle fera peut-être ça beaucoup plus vite que nous, mais voilà, ça permet après par la suite d'ajuster. Donc vraiment, première étape, c'est vraiment clarifier tes attentes. Ensuite, ça aussi, c'est vraiment privilégier l'alignement, c'est-à-dire chercher une personne dont les valeurs et la vision sont compatibles avec les tiennes. Et là aussi, il y en a beaucoup qui font l'erreur de vraiment se focuser uniquement sur les compétences techniques, l'expertise de la personne, en disant, ouais, lui, c'est le boss, c'est un GOAT, c'est lui que tu dois recruter en tant que copywriter dans ta team. Et en fait, tu te rends compte que quand bien même il a toutes les compétences techniques exigées pour le poste que tu vises, c'est une personne peut-être qui ne sera pas alignée avec ta mission, avec tes valeurs, avec ta vision, et donc ça va pas matcher. Mm. C'est une collaboration qui peut très vite capoter. Et c'est vrai que ça, effectivement, c'est essentiel parce que autant les compétences, on peut monter en compétences et développer Oui, ses compétences, autant les exactement. valeurs, c'est compliqué de faire changer, on va dire, l'état d'esprit d'une personne ou sa manière intrinsèque de fonctionner ou ce qui est important pour elle. Et donc, effectivement, si c'est pas aligné avec ce que nous, on souhaite mettre en exergue, ça va être compliqué, effectivement, au quotidien. Exactement. Donc, d'où l'intérêt vraiment d'évaluer. Alors, je sais que c'est pas forcément facile quand t'es pas habitué à faire passer des entretiens, mais déjà, tu peux te faire une idée quand tu as un entretien d'embauche avec un freelance, un prestataire de service, en lui posant, voilà, quelques questions. Tu vas sentir sa vibe, son énergie et voir vraiment si c'est aligné avec tes valeurs aussi. Donc, il y a ça, moyen de l'évaluer par rapport à un entretien d'embauche. Et puis, ça en vient aussi à mon troisième conseil, c'est de tester et ajuster. C'est-à-dire toujours commencer une collaboration par une mission test ou une période d'essai pour justement valider la collaboration avant de s'engager sur du long terme.
Effectivement. Autant on le fait en salarié où il y a toujours une période d'essai, Ouais, autant en freelance, on a tendance peut-être parfois à vouloir déléguer trop et trop mm, vite sans avoir testé en amont que la personne a bien compris nos valeurs, qu'elle est bien dans l'énergie que l'on veut dégager et puis finalement a bien pris en considération la délégation qu'on veut mettre en place. c'est ça. Donc d'ailleurs, moi-même, en tant qu'indépendante, je commence toujours mes prestats par une mission test qui correspond en fait à une période d'essai d'un mois, voire 3 mois, selon le projet sur lequel je vais accompagner le client. Ça me permet aussi à moi, de mon côté, aussi de tester la collaboration parce que ça va servir les deux parties. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et puis ça rassure aussi le dirigeant qui fait appel à nos services. Ouais, c'est clair. Alors, merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils hyper concrets. Quels sont, selon toi, les plus grands bénéfices que l'on va retirer lorsqu'on délègue en tant qu'entrepreneur ou même en tant que maman d'ailleurs sur sa vie personnelle, mais aussi quelles sont les principales erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on commence justement la délégation? Yes, je pense qu'il y en a certains que j'ai déjà cités, mais premier bénéfice auquel on pense tous, c'est se libérer du temps pour se consacrer à des tâches, à des missions qui vont avoir plus de valeur ajoutée pour nous, se concentrer sur notre zone de génie. Ça, c'est le premier point. C'est souvent l'objectif principal de la délégation, c'est se libérer du temps. Ensuite, ça va être de retrouver, je dirais, de la clarté en termes de bénéfices, en se recentrant sur sa vision long terme, parce que justement, là, je prends l'exemple de l'entrepreneuriat. Quand tu délègues, par exemple, à un bras droit, je prends mon exemple à une OBM. Le but, c'est de te libérer de la gestion opérationnelle quotidienne dans lequel tu dois pas mettre ton focus pour mettre vraiment ton focus sur la vision, sur la stratégie de développement de ton entreprise. Le deuxième point, je dirais, c'est vraiment de retrouver de la clarté sur ta vision à long terme. Troisième bénéfice, ben, c'est améliorer la conséquence de la délégation. Ça améliore aussi ton équilibre de vie. En évitant souvent d'ailleurs l'épuisement, la grosse fatigue, voire le burn-out, parce que le burn-out, on n'en parle pas souvent, mais ça existe aussi, le burn-out dans l'entrepreneuriat. Oh oui, et moi je connais énormément d'entrepreneurs, notamment d'infopreneurs qui disent ben moi je fais 800 000, 1 million, etc. mais qui se sont cramés parce que justement ils ont voulu tout faire très vite, sans déléguer, ils n'ont pas fait confiance, etc. Et du coup effectivement ils se retrouvent ensuite dans une situation personnelle hyper délicate. Parce que comme tu le dis, on parle souvent du burn-out en entreprise, mais les entrepreneurs sont aussi très sujets au burn-out parce que ben, dans une journée, on n'a que 24 heures. Si on enlève la partie où on dort plus la partie où on gère, par exemple, notre famille, nos enfants, nos choses personnelles qu'on peut pas non plus réduire à zéro, eh bien, à un moment donné, le temps n'est pas extensible. Mais les tâches, oui. C'est ça. Voilà, d'où l'importance de déléguer pour améliorer justement ton équilibre de vie. Et donc les erreurs, ça aussi je l'ai évoqué, je pense que c'est ça, c'est déléguer dans l'urgence sans préparer l'accueil de ton collaborateur. Voilà, ça arrive souvent malheureusement. Je parle encore une fois sur la partie entrepreneuriat, c'est qu'on attend d'être sous l'eau, d'être débordé et de dire au secours, j'ai besoin de déléguer. Il faut vraiment que quelqu'un vienne m'aider. Mais quand tu travailles dans l'urgence, eh ben, du coup, t'es pas forcément disponible après pour la personne que tu as recrutée. Tu vas pas pouvoir l'intégrer correctement. Et donc, ça va être un peu bâclé. C'est pas forcément l'idéal hein, pour accueillir une nouvelle personne. Donc, ni trop tôt, ni trop tard. Voilà. Il faut aussi que ton business soit suffisamment à minima structuré et que tu aies aussi les finances pour pouvoir déléguer à une personne et préparer son arrivée. Et trop tard, parce que quand tu es la tête sous l'eau, que t'en peux plus et que tu es dans l'urgence, c'est pas forcément idéal. Donc ça, c'est la première erreur, je dirais, à éviter. Deuxième erreur, c'est ne pas être assez clair sur les objectifs et les résultats attendus. Ça aussi, j'en ai parlé, mais c'est vraiment important de bien se mettre d'accord parce que même ça va servir aux collaborateurs de boussole, justement, sur les attendus et où est-ce qu'il doit aller avec une vision à 30, 60, 90 jours, voire plus. Et c'est important aussi après de garder le lien. C'est pas parce que tu as fait un onboarding de 3 mois que ça y est, il faut lâcher la personne dans la nature et faire ce qu'elle veut. Donc vraiment construire une feuille de route, une collaboration pour que la collaboration puisse se faire et qu'elle soit réussie. Une collaboration aussi de confiance sur du long terme. Troisième erreur à éviter, je dirais que ça en revient à la deuxième, c'est négliger le suivi de la personne qu'on a recrutée et la communication régulière. Alors surtout que ce suivi, cette communication, je pense qu'il faut vraiment qu'elle soit rapprochée les 3 premiers mois, justement, quand la personne intègre ta structure. Et après, bon,
Ça ne veut pas dire qu'elle doit s'arrêter au fil du temps, mais tu peux déjà imaginer peut-être des points toutes les 2 semaines. C'est important qu'il y ait ce suivi, cette communication qui va pas être forcément être en synchrone, c'est-à-dire en présentiel, mais du temps aussi asynchrone, communication via les outils qu'on connaît aujourd'hui comme Slack, Discord, Telegram ou des gestionnaires de projets où tu vas pouvoir continuer à garder ce lien. C'est important avec les membres de ton équipe. Et oui, effectivement, il faut surtout pas se dire, bon, bah, ça y est, c'est bon. Maintenant, Là, il sait ce c'est qu'il doit fait. faire. Et c'est vrai que aussi, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, mettre aussi souvent des deadlines très rapprochées. Tu vois, j'ai eu, en tout cas, moi, dans ma gestion, comme je suis très autonome et même pour mes clients, je suis très autonome. Du coup, pour mon équipe, j'ai voulu les rendre très autonomes et je me suis rendu compte au bout d'un moment que certaines personnes, lorsqu'elles n'avaient pas de deadline du genre très rapproché, en fait, elles attendaient un peu la dernière minute et des fois, ça pouvait être des deadlines sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et du coup, après, elles me disaient, oh, je suis sous l'eau parce que je peux pas tout faire. Bah oui, mais en fait, la tâche, je te l'ai donnée il y a plusieurs semaines, voire 1, 2 mois. Si tu avais fait un peu tous les jours ou toutes les semaines, en fait, tu serais pas sous l'eau. Et donc, effectivement, je pense que avoir aussi des deadlines clairs, même si ce sont des projets qui sont longs, pour que les personnes, parce que certaines ne travaillent que sous pression, et donc, si la pression arrive 1 mois après ou 2 mois après et qu'elles ont beaucoup de tâches à faire, elles vont le faire à ce moment-là et à ce moment-là, ça va pas passer. Donc, je pense que ça, c'est Exactement. important de lorsqu'on a en tout cas des projets qui peuvent prendre du temps, de cadencer avec des deadlines intermédiaires pour que justement les personnes en fait n'attendent pas la dernière minute. Exactement. Et d'ailleurs, ce que tu décris, c'est tout le travail d'un gestionnaire de projet, un chef de projet, une OBM. C'est notre job, justement, de s'assurer, quand tu coordonnes plusieurs corps de métiers, d'experts, de s'assurer que les deadlines soient déjà réalistes et respectés. Parce que souvent aussi, un expert, un spécialiste ou un membre de ton équipe va dépendre de l'autre. Tout à fait. Euh, C'est Si ça ça. n'est pas fait à temps, ben l'autre, il est bloqué, il peut pas avancer dans son travail. D'où l'importance, justement, de bien gérer, c'est tout l'enjeu de la gestion de projet, les deadlines et assigner les bonnes tâches aux bonnes personnes. Tout à fait. Alors, pour finir cette interview hyper intéressante, pour celles et ceux qui vont nous écouter et qui hésitent encore à déléguer, quel serait le message que tu souhaiterais leur faire passer? Eh bien, je dirais que déléguer, ben, c'est pas perdre du pouvoir. Au contraire, c'est en gagner. Ça va te permettre de reprendre le contrôle sur ton temps, de faire croître ton activité, tout en prenant soin de toi. Donc, ne pas hésiter à commencer petit, faire confiance et se rappeler que ta réussite ne dépend pas de tout faire seul, mais de savoir bien s'entourer. Donc oui, ça demande effectivement la délégation, à un moment donné, de lâcher prise et de se lancer. Et puis de trouver les bonnes personnes. On en a déjà parlé, mais c'est absolument essentiel parce que si on délègue sur les mauvaises personnes, on peut avoir une expérience négative du coup. Exactement. Eh ben, merci pour tous tes conseils et pour cette Avec belle plaisir. discussion sur l'art de la délégation, que ce soit personnel ou professionnel d'ailleurs, parce qu'on peut déléguer dans toutes les sphères de notre vie. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que déléguer, ce n'est pas perdre du pouvoir, comme tu viens de le dire, ni personnellement ni professionnellement, mais au contraire en gagner, car on va pouvoir avoir plus de clarté, plus d'efficacité et surtout plus de temps pour ce qui compte vraiment pour nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner de la force en le likant, le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.